Alors, l'ALIA, c'est comme faire un enfant, c'est un saut dans le vide. On ne sait pas ce qui nous attend. J'avais une bonne réussite professionnelle en France, mon mari aussi. C'est comme si j'avais gravi la montagne que la société française nous demande de gravir. Et j'avais un petit peu du mal à me projeter dans la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui me reste à accomplir. Donc j'étais déjà dans une espèce de quête de sens. Donc je dirais que voilà, ce qui a vraiment décidé la décision, c'est la naissance de mon 3e enfant. C'est une période de congé maternité avec plus de recul. On est moins dans la carrière, moins la tête dans le guidon. Et je dirais que j'ai été un petit peu appelée par ce projet-là. Et puis dès que je l'ai écouté, cet appel, après je me suis laissée vraiment emporter par le projet lui-même et l'excitation du départ. Alors Israël a pour moi un avantage exceptionnel qui est d'avoir le double effet qui se coule entre partir à l'étranger, donc tout est différent, la langue, le climat, la monnaie, la culture, et en même temps vous donner cette impression de familiarité. Donc c'est comme si on part vivre dans un ailleurs qu'on a l'impression de connaître, même si on ne le connaît pas vraiment. Donc j'ai aimé ça. Même par exemple quand on vient vivre en Israël, c'est pas comme aller vivre à Singapour ou au Canada ou aux États-Unis. C'est-à-dire que même quand nos proches viennent nous voir, c'est pas totalement venir à l'étranger. Alors mes débuts en Israël, ils ont été doux. Ils ont été raisonnables puisque j'ai eu une période de transition entre mes 2 carrières, mes 2 vies. Pendant 5 ans, j'ai continué de travailler pour mon dernier employeur qui a eu cette grandeur d'âme de me laisser travailler en freelance pour eux. Et depuis Israël, j'ai quand même pu développer le portefeuille client de la société. En gérant les équipes d'ici, en allant voyager 1 fois par mois en France. Mais c'était relativement efficace. J'ai réussi à générer pratiquement autant de chiffre d'affaires additionnel que quand j'étais salariée à Paris en full-time. Et je dirais que pendant les 5 premières années où je suis arrivée en Israël et où j'ai continué de travailler pour cette entreprise à distance, j'ai pu nourrir mes passions. Donc je me suis remise à écrire, donc j'ai ouvert un blog et là j'ai raconté mon expérience en Israël. Donc je me suis remis dans les récits et j'ai découvert un théâtre qui était un théâtre très particulier, qui n'existe pas en France, qui s'appelle le théâtre playback. Alors ça avait beaucoup d'avantages pour moi ce théâtre, parce que c'était une alliance de tout ce que j'aimais. Il y avait l'improvisation du théâtre, que j'avais découverte en école de commerce. Il y avait l'hébreu, que je voulais pratiquer, intensifier, et puis voilà, fréquenter des Israéliens, des gens locaux. Et surtout, il y avait l'idée de jouer ce que les gens racontent comme histoire. Et des vraies histoires, des histoires de vie. Et donc là, c'était vraiment pour moi la quadrature du cercle, parce qu'on était à la fois dans le récit et à la fois dans le théâtre. Et pendant 5 ans, tous les dimanches, j'allais faire ce théâtre en hébreu, avec une prof exceptionnelle. Et je crois que c'est ce théâtre-là, pendant 5 ans, qui m'a fait prendre conscience de l'histoire que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire, à force de raconter des histoires comme ça d'une semaine sur l'autre, les histoires se sont connectées les unes les autres et ça a créé un récit. Et donc, j'ai pris possession de ma vie à mesure que je l'ai racontée, et puis ça a créé un lien entre l'écriture et l'oral. C'est-à-dire que quand je racontais, je sortais du cours, je me disais mais cette histoire elle est belle, il faut que je l'écrive. Et parfois j'écrivais une histoire et je la trouvais belle et je voulais la raconter. Et je dirais que ces 5 années-là qui ont précédé la crise du corona ont été une forme de préparation. Ensuite, il y a eu la crise du corona, je ne pouvais plus voyager et j'ai perdu mon travail. Et en fait, en perdant mon travail, ça a été une opportunité de créer un programme de développement personnel. Donc je l'ai créé pendant le premier confinement, pendant les 3 mois. Et ça a été comme si tout ce que j'ai vécu au niveau de cette fameuse préparation de ces 5 années, c'est comme si je l'ai injecté dans un programme
Et en avril 2020, un premier groupe de 8 femmes a démarré et a suivi ce programme-là qui s'appelait Avoir plusieurs vies, qui existe toujours. Et ça a été le début de l'aventure. Donc pendant 3 ans, j'ai accompagné à peu près plus de 100 personnes à naviguer dans les cheminements de leurs questionnements professionnels. Mais je dirais que le professionnel a toujours été si vous voulez, le prétexte pour faire le programme. J'ai envie de me reconvertir, je sens que je me suis pas exactement trouvée, je sens qu'il me manque quelque chose. Mais le professionnel est toujours une petite porte d'entrée vers un questionnement beaucoup plus large, je dirais même d'ordre existentiel. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Alors au début, je l'ai fait juste sans attente. Je l'ai fait par pure passion et je me suis rendu compte que si je voulais vraiment que ça devienne mon métier, il fallait le structurer. Quand on est dans le monde des idées, quand on a une vision de ce qu'on fait, il y a à un moment donné un besoin de l'incarner et de la figer. Et à partir du moment où on doit écrire ce qu'on fait, je dirais que c'est à ce moment-là qu'on travaille vraiment au niveau de l'entrepreneuriat sur c'est quoi mon offre. Quand j'ai démarré, je voulais me fondre dans la culture israélienne. Donc comme moi je fais du théâtre et que je suis beaucoup dans l'observation, je l'ai regardé et j'essayais de faire pareil et ça marchait pas. Ça marchait pas parce que c'était pas moi. Et que ce que je vends, c'est moi et en plus j'aide les gens en entreprise à être authentiques et à être eux-mêmes. Donc il y avait une forme de dissonance. En fait, je crois que ce qu'ils aiment en moi, c'est ma nuance. C'est le fait que je viens pas d'ici, que je suis exposée à plein de cultures différentes, que chacun a son mot à dire, chacun a sa vérité. Et que c'est ça qui est intéressant, c'est cet art subtil de la nuance. C'est-à-dire que il n'y a pas d'essentialisation, il n'y a pas de généralisation, il n'y a pas les Israéliens sont, les Français sont, il y a plein de nuances. C'est vrai que quand on débarque ici, on a l'impression qu'ils sont moins efficaces que nous parce que ils parlent beaucoup de sujets personnels au milieu d'une réunion, parce que il y a beaucoup de perturbations, ils changent beaucoup de sujets, c'est ce qu'on dirait un peu discursif. Alors que nous en France, on a le professionnel, le personnel, c'est très cloisonné. En Israël, c'est très différent. Parler de quelque chose de personnel dans une réunion professionnelle, ça veut dire je vous fais confiance à vous, mon équipe. Ça veut dire j'ai assez de proximité avec vous pour partager quelque chose qui me traverse. On est dans une période de guerre, tout le monde est collé à son téléphone. J'ai eu ça en atelier, une maman, le fils était à Gaza, elle est dans l'atelier, elle se déconnecte tout d'un coup de l'atelier, je vois qu'elle est blême, je lui dis qu'est-ce qui se passe ? C'est évident que c'était normal qu'elle me parle de quelque chose de personnel parce qu'elle venait de recevoir un message de son fils. Et d'ailleurs, on l'a utilisé après dans l'atelier et ça a permis aux autres de libérer ce qu'ils avaient à dire. Être entrepreneuse en Israël, je crois que c'est cumuler toutes les difficultés possibles de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand j'entends des gens en France qui me parlent de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire, nous, c'est puissance 10. Alors pourquoi ? Parce que moi, dès le début, ma volonté, ça n'a pas été de me limiter aux francophones. Donc, il y a l'idée d'aller marcher sur des terres qui sont pas des terres que je connais bien, donc d'aller démarcher des entreprises israéliennes. Donc, ma première difficulté, ça a été une difficulté culturelle, mais une difficulté culturelle de tout simplement pas connaître les codes. Pas comprendre parfois qui sont les décisionnaires, pas connaître les entreprises, pas connaître comme ça le tissu israélien économique. En Israël, les départements ressources humaines sont très très limités. Il n'y a pas tous ces investissements qu'on a en France sur le bien-être au travail, le bien-être des salariés. Ou alors, ça existe, mais dans des très grosses entreprises, vraiment du high-tech. L'idée de leur vendre des ateliers qui vont à la fois procurer du bien-être aux salariés, mais où il y aura quand même du contenu et ils vont travailler et parfois ça sera pas que du plaisir, il y aura de l'inconfort, mais c'est parce qu'il y a de l'inconfort qu'ils vont vraiment avancer. Ça, c'était difficile pour moi et ça l'est toujours. En ce moment, je travaille pour un de mes gros clients, c'est une entreprise israélienne
qui est, comme moi, avec une équipe multiculturelle. Il y a les Israéliens, il y a les Anglo-Saxons, il y a les Français, il y a encore d'autres nationalités. Ils doivent se mobiliser comme une seule équipe et délivrer un produit, être efficace, bien s'entendre, pas perdre de temps dans des conflits, pas faire de politique. Donc moi, on m'a mandaté pour intervenir toutes les 2 semaines pour faire que l'intelligence collective va rayonner et pour qu'ils puissent s'appuyer les uns sur les autres sur leurs forces. Quand je vais là-bas et que je vois les progrès, l'évolution de l'équipe au niveau de la cohésion, de l'entente, qu'on me dit finalement avant on mettait 2 heures pour faire une réunion, maintenant en 20 minutes on a c'est dans ces moments-là où je suis sûre que ce que j'ai apporté en entreprise, où que ça soit, que ça a une valeur de marché. Il y a un prix, il y a une valeur et on vient me chercher pour ça. Donc je dirais que le fait de ne pas avoir de réseau m'a obligée à être très humble et à demander de l'aide. C'est moi qui ai besoin d'aide, c'est moi qui ai besoin qu'on me fasse travailler, c'est moi qui ai besoin qu'on me donne ma chance. Donc c'est vrai que ça m'a connecté à un concept israélien qui est le concept de chutzpah. Ça veut dire culot. Mais moi je l'ai toujours tourné comme audace. C'est pas avoir du culot que dans un cocktail de parler à quelqu'un qui vous dit qu'il travaille dans telle entreprise et lui dire est-ce que tu pourrais me connecter avec le manager de l'équipe, est-ce que tu pourrais me présenter à la RH. Alors voilà, c'est pas parce qu'on est en Israël que tout le monde le fait facilement, c'est pas vrai. Il y a un art de le faire, il y a une manière de le faire. Moi, je sais que ça m'a beaucoup appris à aider sans cesse les autres puisque je fais ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Voilà, donc il y a un peu un effet miroir. Dès que je rencontre quelqu'un qui est dans un domaine et que ça pourrait aider un entrepreneur qui a aussi du mal à se connaître, avec qui je partage une forme de solidarité, je fais les connexions. Maintenant, ce qu'Israël m'apporte en tant qu'entrepreneuse et que du coup j'amène en France, c'est le mindset. Il y a quelque chose de très positif en Israël où en gros on n'a pas le choix que d'avoir confiance. En France, j'avais l'impression qu'on avait le choix entre se laisser aller ou être vraiment positif et avoir confiance. En Israël, si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas confiance en l'avenir, en fait on s'effondre. Donc c'est plus une option. Et à force d'être dans cette espèce de ce qu'on appellerait méthode Coué ou fake it until you make it, et ben en fait à la fin on finit par y croire. Et je dirais que la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance en le fait que les choses vont prendre, c'est quelque chose c'est le fuel de l'entrepreneur. Et sans ça, si on n'a pas ça, si on n'a pas cette persévérance, il vaut mieux pas entreprendre parce que c'est trop difficile. Alors, le conseil que je donne, c'est un conseil qui m'a été donné et j'ai mis moi-même du temps à l'appliquer. En fait, en ce moment, c'est difficile économiquement pour tout le monde, surtout en Israël, on est dans une période de guerre. Donc, ce qui se passe et qui peut nuire justement à ce fameux mindset de confiance, c'est que parfois les flux commerciaux, les leads comme on dit, ne viennent pas autant en abondance que d'habitude. Et donc le réflexe primaire un peu comme ça de chaque entrepreneur, c'est de dire j'ai pas de travail. Et de se morfondre ou de commencer à avoir des pensées noires, le marché n'est pas intéressé par mon service, j'ai pas de succès. Et là, on commence à être dans un cercle qui est pas bon, où on va justement perdre confiance en soi. Le conseil que je donne, c'est de donner. C'est-à-dire que si on n'a pas de boulot, mais qu'on sait très bien faire quelque chose et que cette chose qu'on sait bien faire, eh bien, elle peut apporter au pays, elle peut apporter aux particuliers, elle peut apporter aux organisations, elle peut apporter à des associations qui justement cherchent des bénévoles, il faut faire. Parce que quand on fait, on se reconnecte à son talent, on se reconnecte à son service. Ça crée du contenu pour notre site internet, pour les réseaux sociaux. Ça donne de la visibilité à ce qu'on fait. Et ensuite, ça recrée une logique de cercle vertueux. Donc moi, il y a eu des moments où j'avais pas beaucoup de clients pour les ateliers parce que c'était la guerre et que ils avaient concrètement pas la tête à ça. Eh bien, je suis allée dans les lycées.
j'ai fait partie d'une association israélienne qui s'appelle Nitzotzot, qui veut dire l'étincelle. C'est une association qui a pour vocation d'allumer des étincelles pour les lycéens. Et tous mes vendredis matins, j'allais donner des cours de théâtre playback aux lycéens. Ça les faisait parler des histoires qu'ils traversaient, ça leur faisait faire de l'improvisation. Ils ont adoré et moi, je sortais de là-bas et j'avais la pêche. C'est très important pour nous de faire quelque chose qui nous fait rayonner, mais qui serve aux âmes, c'est-à-dire au tout, au collectif. Et ça, je m'en rends compte tous les jours. Il faut que notre projet entrepreneurial ait une fonction une utilité qui nous dépasse dans la société et qui fasse du bien. Voilà. Ça, je pense que pour moi, ça, c'est fondamental.